réfléchir, je change d'étage. Et je rejoins le rêve où je m'endors. Un fou ne dort guère. Un fou se tord sur sa paillasse, ne trouve pas le sommeil. On a dans la tête ces bruits qui inquiètent. Frémissement, épouvante. Un fou, quand il cherche le sommeil, se déchire le visage avec les ongles, rêve qu'on craint. Et l'étage où on cherche le rêve qui endort. Ma maison a son escalier, chaque étage a sa chambre. Je monte, si le rêve ne vient pas, je descends. On cherche la chambre où déjà, une fois, on a fait ce rêve. C'est qu'on ne se rappelle parfois plus bien l'étage. Défaut des maisons aux chambres nombreuses. On monte, on descend, il y a les couloirs. Les chambres du fou ne sont pas celles de l'homme ordinaire. Il y a des passages, des trous dans les murs, par où le danger peut entrer, si on ne referme pas tout bien vite. Alors on change vite d'étage, on va dans la cave. La difficulté que c'est, ces heures où on cherche le sommeil, se rappeler seulement la vie dont on descendait joyeusement le chemin, heure où on se tord. Dans l'escalier, la tête contre le mur, cette maison était faite pour moi. On cherche longtemps la disposition en soi-même des chambres. On a du mal à savoir les étages dans sa tête, les couloirs en travers. On s'accroche au mur. Maison commode pour y parcourir la nuit, son escalier, ses chambres. Sommeil rare, inquiet. Cauchemar de chute, accéléré vers le centre de la terre. Il y a des naturels particuliers, retirés et internes, et ce qui se réveille pour eux, avec une force inconnue aux gens qu'une foule de distractions emporte, tête obsédée par les spectres impurs qui les suivent. Tête creuse dans le monde écœurant du sommeil qui manque. On a ces insomnies, on a beau se chatouiller de la douceur des souvenances, quand chien pissou s'en va. On est dans l'escalier, on griffe le mur avec ses ongles, on s'y attache, et les cloches sont là dans la tête qui battent, on se cogne au front. Quand toute solitude possible s'efface de la terre, comme on change de chambre, on gagne la plus haute, au cas où cela puisse vous suffire, mais qu'on s'écroule encore dans l'abîme sombre des aventures passées, à moi, muraille. Parce que ça m'a laissé de l'anesthésie dans la tête. On m'avait opéré, et aussi des yeux. Ils ont raclé les trous parce que je n'y voyais guère. C'était calaminé, ils ont tout sorti, nettoyé, après c'était bien mieux. Cataracte. Les déchirements de couleurs, les éblouissements sous les choses avaient cessé. Et les gens ne m'en voulaient plus. Des bras soudain relevés devant les yeux, attaqués de trop de couleurs, même dans les rues grises. Quand ça vous éclate dans la rétine, vous fait voir des fusées de fête, on n'en finit plus d'un bruit de verre qui éclate. Mais ça butait dans le dedans des yeux. Que je voyais n'avait pas d'existence. Les gens ne comprennent pas un homme qui vient se tordre dans la rue. Il fonce sur moi. Les bourdons de couleur, les papillons blancs. Alors ils m'ont enlevé les yeux, raclé les coquillages qui s'étaient mis derrière, faisant la saleté. Cataracte. Mais on racle pas la souffrance avec quand elle se met dans un homme. On refuse d'être poussé à côté du monde. Peut-être on n'y serait plus si s'était trouvé quelqu'un pour vouloir vous y retenir. Comprenez-vous qu'on persiste de vivre aussi, parce que nul lien n'est plus là qu'il vous faudrait déchirer, nulle main dont on pense qu'elle vous retiendra peut-être. On reste en société, parce qu'elle ne tient pas à vous. Autour de vous, un monde se disloque, vous tourne le dos. Pourtant dedans on vit. Et puis les mois calmes, les jardins où je marche, dans les chambres avec les choses par terre, je cherche. Il y a des taches grises dans la tête des gens, la sienne. Là-dedans, il y a du liquide dans la tête, du liquide qui va partout. On n'a pas Dieu pour voir dans les liquides de la tête, les séparations, les murailles,
On reste trop couché, on s'assoit, les taches grises, les clochettes dans la tête, les petits éclats qui traversent. J'ai demandé au docteur si c'était pas encore de ces coquillages cataractes qu'on m'a raclé dans les yeux. Non, ils m'ont dit. Mais j'ai demandé, ces liquides qui vous endorment. Quand vous êtes allongé pour l'opération, que vous voyez l'aiguille et tout le liquide qui vous mettent, ça reste pas ça. On s'endort comme on tombe, on se rend pas compte. Est-ce qu'on peut se réveiller complètement si l'on est resté de ce liquide? Dans les séparations, les circonvolutions, les plis de la cervelle. J'ai demandé s'il n'y avait pas une ponction à faire entre les plis. Qu'enlèverait la mauvaise eau dans la tête. J'ai dit au médecin, depuis cette opération à mes yeux, cataracte, je me sens de l'eau dans la tête. Aussi, plus jamais dormir assez. Dans les chambres vides où on attend trop longtemps le sommeil et que le cerveau s'encalamine, c'est qu'il y a cette eau qui ne circule plus si on remue pas. J'avais cette anesthésie qui restait. Le livre s'appelait Calvaire des chiens. C'était une année entière passée à Berlin en 1988, donc la ville avec le mur, la ville comme une île, puis l'autre enclave où parfois on allait à ce qu'on appelait Berlin-Est. Dans ce temps on avait la chance d'être immergé en contexte artistique, juste en dessous de chez nous, c'était Arvo Pärt, au-dessus un ami écrivain roumain, Norman Manea. Il y avait aussi Jimmy Jarmusch, des gens comme ça. J'ai vraiment pris ça comme une chance dans ma vie. J'avais cette envie de travailler sur ces espèces de villages perchés, ces villages verticaux qu'on trouve plutôt dans la France du Sud-Est, que je connais très mal, mais à partir d'un monologue qui me hantait beaucoup à l'époque, que j'avais commencé d'explorer dans Le crime de Buson, qui revient dans Des corps ciment. C'est une espèce de fil continu dans mes bouquins de l'époque. Donc chez Minuit, c'était un cousin du côté de ma grand-mère, quoiqu'on n'ait jamais retrouvé le lien exact de parenté. Il s'appelait Brock, il vivait à Danvix, dans le Marais vendéen, une espèce de grange tout près du cimetière. Le matin, il allait chercher son eau au robinet du cimetière, il parlait aux morts, il disait « Ton grand-père, il m'a dit... » Et il passait sa vie à récupérer. Bon, c'est une maladie. Dans sa grange, il y avait des poules, il y avait des empilements de vieux journaux, de magazines, de notices de médicaments aussi. Ça faisait un petit peu la spécialité de acquérir un savoir. Il prenait son vélo, il faisait toutes les décharges aux environs à l'époque. C'était pas très compliqué, les ordures. Et à mesure que je faisais cette histoire, pour moi, je me dis, mais pourquoi j'écris ça si c'est pas à cause de Berlin? Et petit à petit, les images de Berlin se sont glissées. Or, écrire un livre sur Berlin, pour moi, c'était pas ça que j'étais venu faire, fait que ça part de cette nécessité. Alors, j'avais mis une sorte de dispositif de Berlin. On partait, une équipe de cinéastes, faire un reportage dans ce village, et on tombait sur ce fou. J'étais parti d'un fait divers de type qui ramassait des chiens, écorchait ces chiens, tannait la peau et les revendait à des marchands de papeterie pas trop délicats, ou du moins qui ignoraient facilement d'où leur venait ce cuir magnifique. C'est un fait divers réel à l'époque, mais qui avait touché profond pour moi, ces images de clébards, d'enfance, de symboles, des dents qui mordent, beaucoup de choses qui venaient par le rêve. Alors le bouquin est vraiment, je le sais, bizarre, parce que il y a cette équipe à Berlin, c'est là qu'est venu un personnage qui s'appelle Jean Barbin, donc écrire un projet de film, puis aller faire le repérage de ce film dans ce village que je vais situer fictivement en Cévennes. Donc beaucoup de choses qui concernent l'image, le rapport de la littérature au film, qui sont des choses où aujourd'hui j'ai franchi le pas, je suis de l'autre côté, mais à l'époque qui me semblait ne pas mettre en cause du tout ma position littéraire.
Et puis, donc on rentre en France, je passe tout l'hiver à travailler sur l'intersection de cette histoire et des images de ce Berlin, et de comment les deux se superposaient en cercle concentrique, superposition. Et puis tout d'un coup, 1989, le mur tombe. Le mur tombe alors même que je venais de mettre la dernière main à ce livre et que je venais de l'envoyer à Jérôme Lindon. Alors j'appelle Lindon, je dis mais non, mon bouquin il peut pas tenir si Berlin, il n'y a plus le mur. Alors il me dit bon, ben, reprenez-le, retravaillez. Alors il y a cette couche supplémentaire parce que le récit que tient le Jean Barbin, scripteur qui pourrait être moi, j'étais beaucoup dans le choc aussi de Thomas Bernhardt à l'époque. Ce récit se fait après le mur, alors que l'expérience du projet se fait avant le mur. Alors oui, c'est peut-être un peu compliqué, mais alors Minuit a cessé la diffusion, et, maintenant largement, pas loin de 10 ans. Irène Lindon avait été très sympa, elle m'a tout de suite dit, mais si vous voulez les droits, vous les reprenez, aucun problème. Donc j'ai les droits, et ce bouquin, j'avais du mal à le relire, du mal à le réouvrir, mais il y avait cette histoire de folie qui me travaillait, de symbolique des chiens qui me travaillait, et puis c'est encore un bouquin où j'écrivais roman, enfin, ou en tout cas Minuit écrivait roman, des questions qui pour moi méritent d'être réouvertes. Alors, eh bien, ça y est, il est disponible chez Tiers Livre Éditeur. Et j'ai passé pas mal de semaines, petit à petit, par petites touches, à essayer de comprendre, et mettre Berlin en avant, travailler un petit peu cette histoire de folie en avant, dispositif narratif. Je sais pas ce que c'est, sauf que ça fait partie de ma tâche, je pense, qu'il soit disponible pour les 3 qui voudront. C'est pas grave. Calvaire des chiens. Ça s'appelle maintenant Berlin 1988, parce que j'ai bien compris que c'était ça qui était important, et j'y joins un autre texte, L'île sans mur, qui est une sorte de prise de possession de cette ville telle qu'elle était cette année-là.